And the first point I want to get over to you is that the world is not like that at all, or let us be more polite. The world in which I live is not like that at all. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Cet échange avec Alice Desbioles, Sergio Lopez, Émile Berthier et Yann Girard est l'occasion de considérer l'éco-anxiété comme un moteur pour l'action et une boussole vers la joie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. On est très content de vous accueillir. Ce soir, c'est la reprise, encore une fois. C'est notre deuxième conférence depuis les vacances et en fait depuis le Covid. Il ne faut pas le dire trop fort. Ça y est, on recommence les conférences à la recyclerie et on est très heureux de pouvoir vous accueillir. C'est une conférence qu'on a repoussée 2 ou 3 fois pour des raisons qu'on connaît. Et on est très très heureux de pouvoir l'accueillir ce soir parce qu'elle détonne un peu de ce qu'on peut entendre habituellement sur l'éco-anxiété. On propose autre chose, un autre regard, une autre lumière, un petit peu plus explosive, un peu plus politique, radicale et puis fun aussi. C'est important de se marrer sur les sujets qui sont les nôtres en ce moment. Merci d'être là. Je vous laisse entre de très bonnes mains, des mains que vous connaissez probablement. Voici Simon qui modérera cette conférence et je le laisse vous présenter les intervenantes et les intervenants. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. C'est vrai qu'on est très heureux de reprendre ces soirées débats qui sont propices aux rencontres et aussi aux idées qui amènent à l'action. Donc c'est un peu l'idée de la soirée. On va parler de ce sujet, l'éco-anxiété, un phénomène de plus en plus répandu à mesure où s'évanouit l'horizon d'un avenir stable et paisible, avenir compromis par 2 crises majeures, connexes, la crise climatique et la crise de la biodiversité. Et donc, pour la soirée, on a le grand plaisir et la chance d'accueillir 4 intervenants. Bonsoir Alice Desbioles. Vous êtes médecin de santé publique et auteur du livre « Éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé ». Merci d'être là. Bonsoir Sergio Lopez. Vous êtes chef d'opération anti-braconnage, président fondateur de l'association Wildlife Angel et auteur du récit « Naissance d'un combat ». Et enfin, on a 2 auteurs de BD parmi nous, Émile Berthier et Yann Girard, auteurs de la BD « Le petit guide de l'effondrement ». Alice Desbioles, je vais commencer avec la question qu'on vous a posée 1 milliard de fois. L'éco-anxiété, la solastalgie, c'est quoi ? Bonsoir à toutes et à tous. Donc, l'éco-anxiété, c'est une forme de sensibilité au monde qui résulte d'une lecture, on va dire, rationnelle des dommages environnementaux. Et pour faire schématique, l'éco-anxiété, c'est vraiment un triptyque. Donc, il y a une valence, une dimension émotionnelle à l'éco-anxiété. Donc, il y a tout un éventail, un panel d'émotions que l'on peut ressentir. Cela va de la tristesse à la colère, en passant par le sentiment d'impuissance, parfois le sentiment de trahison, qui peut être très fort chez les adolescents notamment, ou l'impression d'avoir été floué. Un sentiment aussi parfois de culpabilité. Il y a une dimension psychosomatique, donc les personnes qui vont avoir cette lecture-là des enjeux environnementaux peuvent avoir par exemple des troubles du sommeil, peuvent avoir parfois des symptômes même d'anxiété, des maux de ventre, le cœur qui va s'accélérer à la lecture d'une information anxiogène. Et enfin, il y a une dimension existentielle, et ça c'est peut-être l'élément le plus important de cette éco-anxiété. Et cette dimension existentielle, c'est vraiment ce qui va entraîner la mise en mouvement des personnes, parce que émotion, ça vient du latin motio, qui veut dire mouvement, mise en mouvement. Et ces émotions que l'on peut ressentir, ces questionnements, souvent ça entraîne une remise en question existentielle. Donc ça va interroger sur la manière de s'alimenter, sur la manière de se déplacer, sur les études que l'on veut suivre, le métier que l'on veut exercer. Parfois cela va aussi chambouler nos aspirations, nos rêves, nos attentes. Et donc je pense que cette dimension existentielle, c'est vraiment la clé, la nouvelle boussole de l'éco-anxiété. Et pour conclure, l'éco-anxiété, ça traduit aussi une forme d'anxiété anticipatoire par rapport à un avenir qui est perçu comme compromis. Et donc il y a aussi vraiment cette dimension temporelle à l'éco-anxiété avec une projection dans un avenir perçu comme menacé ou compromis. Et donc ça aussi, ça entraîne pas mal de chamboulements émotionnels et existentiels. On y reviendra peut-être, toutes les notions de finitude qui sont du coup un petit peu perturbées. Mais voilà, donc l'éco-anxiété, c'est une anxiété anticipatoire par rapport à l'avenir et un triptyque,
une approche émotionnelle, une approche psychosomatique et une dimension existentielle qui est vraiment le cœur de la solution pour dépasser cette éco-anxiété. Et la solastalgie, donc un mot du philosophe Glenn Albrecht, qui est davantage une nostalgie d'un environnement dévasté. On est sur 2 temporalités différentes. Ouais, donc la solastalgie, ça vient de solatium en latin, qui veut dire réconfort, et d'algie, qui veut dire donc douleur, algos en grec. Et ça traduit en fait littéralement la perte de réconfort que l'on peut éprouver face à un lieu qui nous est cher. C'est souvent comme ça que ça a été étudié au début. Donc c'était les personnes en fait qui avaient vécu la disparition d'un environnement qui leur était familier. Et les 2 exemples qui avaient été étudiés, c'était les mines de charbon en Australie, qui avaient perturbé complètement l'environnement, donc un événement anthropique d'origine humaine, et un événement climatique avec un épisode de sécheresse. Et ce qu'avaient retrouvé les chercheurs, c'était à chaque fois une forme de nostalgie par rapport à ces lieux qui avaient disparu. Et comme il n'existait pas vraiment de mots pour traduire cette tristesse, ce sentiment de deuil par rapport à un lieu qui était cher aux individus, c'est là que le néologisme solastalgie est apparu. Et effectivement, c'est vraiment la dimension temporelle qui sépare la solastalgie de l'éco-anxiété, puisque la solastalgie, c'est plus tourné vers le passé et le présent, là où l'éco-anxiété est plus tournée vers l'avenir. Dans votre livre et dans vos réflexions, vous écrivez « Les éco-anxieux sont, in fine, les personnes rationnelles et lucides dans un monde qui ne l'est pas ». Donc finalement, éco-anxieux, ce que nous sommes normaux. Complètement. En fait, on ne naît pas éco-anxieux, on le devient. Donc il n'y a pas de prédisposition à l'éco-anxiété, si ce n'est dans certaines études, le profil des personnes qui étaient plus éco-anxieuses, c'était souvent des personnes qui étaient plus réceptives aux nouvelles idées. Et qui avaient peut-être une imagination plus importante, donc des personnalités un peu plus imaginatives et ouvertes à de nouvelles informations. Mais sinon, il n'y a pas en soi de prédisposition à l'éco-anxiété, c'est complètement normal. Et c'est important de préciser que l'éco-anxiété s'appuie vraiment en fait, sur un corpus scientifique solide et aussi sur un corpus empirique, puisqu'on peut aussi, de manière personnelle et intime, être confronté à des bouleversements environnementaux ou à leurs conséquences sur des êtres humains, par exemple. Et donc ça peut aussi interroger. Donc effectivement, on a tous en nous le potentiel d'être éco-anxieux, tout simplement parce que ces enjeux nous concernent tous. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'une fraction de la population qui se sente concernée. Donc ça, il faut vraiment le souligner. Il ne faut pas pathologiser l'éco-anxiété. Alors non. Alors, bon, je suis médecin, donc forcément, ça peut prêter à confusion. Ce n'est pas une maladie mentale, vous dites. Ce n'est pas une maladie mentale. Souvent, il y a 2 dimensions à l'éco-anxiété. Enfin, il y a 2 chemins que l'on peut prendre. Souvent, c'est une éco-anxiété que l'on qualifie d'adaptative. Donc, en fait, c'est une réaction normale face à des menaces auxquelles les sociétés humaines n'ont jamais été confrontées. Donc, c'est normal de se sentir stressé, inquiet et donc d'être éco-anxieux. Donc, ça, c'est la dimension adaptative de l'éco-anxiété. Mais parfois, c'est vrai, il faut quand même le dire, pour certaines personnes, on peut prendre la direction d'une éco-anxiété plutôt pathologique, où là, ça peut prendre la forme d'épisodes dépressifs caractérisés, de dépression, de troubles anxieux. Donc là, ça peut nécessiter un soutien, on va dire, psychologique, mais souvent, c'est vraiment un cheminement intime et personnel qui est complètement normal au regard de cette conscience du monde et des enjeux environnementaux. Est-ce que finalement, c'est pas un signe d'intelligence, l'éco-anxiété, d'avoir une intelligence émotionnelle très forte vis-à-vis notamment de la nature? Est-ce que par exemple les naturalistes, les écologues sont plus en proie à l'éco-anxiété? Donc encore une fois, on peut tous être éco-anxieux, mais effectivement, ce que l'on observe, c'est que après, on n'a pas d'études en population générale qui permettraient d'avoir vraiment plus d'informations. Mais effectivement, par exemple, il y a des études chez les climatologues qui ont retrouvé que c'était des personnes qui se décrivaient comme plus anxieuses que la moyenne, par exemple, plus pessimistes, du fait de leur connaissance et de leur compréhension précise des enjeux et des risques. Donc c'est pour ça que dans le livre, je parle d'ailleurs du spleen du climatologue, parce que vraiment, ils se décrivent comme en souffrance morale pour certains. D'autres populations, comme par exemple les paysans ou des populations, on va dire, plus ancestrales, proches de la terre, peuvent aussi, du fait de... Il y a des études chez les Inuits, en fait, qui retrouvent vraiment une solastalgie très importante, parce qu'eux voient clairement leur environnement complètement modifié et perturbé, voire potentiellement menacé pour toujours, parce qu'on sait que les pôles, notamment, sont le lieu qui va le prendre le plus cher dans cette histoire. Et donc, eux, clairement, leur habitat, en fait, et leur culture ancestrale est clairement menacée, si ce n'est condamnée. Donc, effectivement, la solastalgie dans ces populations peut être très forte. Et on a retrouvé aussi, il y a une étude là qui est sortie il n'y a pas longtemps, que les jeunes, en tout cas une certaine partie de la jeunesse, pouvait effectivement se sentir plus éco-anxieuse, du fait notamment d'un horizon temporel qui est plus important, du fait de leur âge. Et forcément, les prévisions du GIEC sur 2030, 2040, 2050, ça va les concerner directement. Donc c'est une population qui effectivement peut se sentir plus éco-anxieuse.
Est-ce qu'on peut dire que, quelque part, dans nos pays riches, l'éco-anxiété est une peur de privilégier, puisqu'on a le temps de s'informer pour certains, on a le temps de traiter tous ces chiffres alarmants? Alors ça, encore une fois, c'est une question, c'est difficile d'y répondre. Intuitivement, c'est effectivement ce qu'on aurait envie de penser, même si, encore une fois, la crise environnementale dans toutes ses dimensions, hein, le réchauffement climatique, la déforestation, l'érosion de la biodiversité, l'utilisation de l'eau douce, toutes les limites planétaires, tout ça, ça va concerner déjà de plein fouet les pays en fait, qu'on qualifie, les pays du Sud. Donc c'est vrai que nous, on a une responsabilité peut-être plus importante. Après, tout dépend en fait de la capacité à répondre à ces besoins, on va dire fondamentaux. Et c'est vrai que dans des pays où il peut y avoir plus de difficultés au quotidien, ça va peut-être être un petit peu plus difficile de se projeter sur ces questions. Après, il y a aussi toute la question de l'information, de l'éducation à ces enjeux qui fait quand même défaut aussi dans nos sociétés. Mais donc ça, c'est une question à laquelle il est encore un petit peu difficile de répondre parce qu'on n'a pas vraiment d'informations. Donc ce serait peut-être plutôt une impression, un constat empirique. Vous êtes vous-même éco-anxieuse? Oui. Mais de manière très positive. On y reviendra. Comment ça s'est installé chez vous? Est-ce qu'il y a un chiffre qui vous a fait une sorte de déclic? Alors, c'est pas un chiffre, parce que souvent, en fait, ce qui va nous inciter à changer ou ce qui va nous interroger, c'est plutôt des émotions, plutôt que des informations rationnelles. Et c'est peut-être toutes les limites dans la communication actuelle sur la crise environnementale, c'est qu'on se concentre que sur les données très factuels, les modèles du GIEC, tout ça. Et on ne parle pas de tout ce que ça entraîne derrière comme émotion, comme inquiétude, l'éco-anxiété. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Alors que dans le processus de prise de décision des individus et des sociétés, ce qui fait que l'on va décider d'agir au-delà d'une information rationnelle, c'est vraiment ce que l'on va ressentir. Donc moi, ce n'est pas du tout un chiffre ou quoi qui m'a rendue éco-anxieuse ou qui m'a bouleversée. C'est... petite parenthèse du coup personnelle puisque l'on m'y invite, mais c'est quand j'étais enfant au Muséum national d'histoire naturelle. J'ai visité la galerie de l'évolution et au dernier étage, pour ceux qui connaissent, il y a un petit peu le mausolée des espèces disparues ou en voie de disparition. Et là, je suis tombée sur une représentation du dodo. Et quand j'ai lu l'intitulé, le cadre explicatif de pourquoi ce pauvre dindon n'existait plus, voilà, ça m'a vraiment chamboulée parce qu'en fait, on voyait que c'était l'action humaine qui avait littéralement éradiqué pour toujours de la surface de la Terre un être vivant qui n'avait littéralement rien demandé à personne. Et donc, je devais avoir 8 ans et ça m'a vraiment attristée et chamboulée. Et c'est là que vraiment ma conscience écologique est née. Enfin, c'est là que je l'acte et où j'ai pris conscience de notre impact, négatif ou positif, selon nos choix, sur notre environnement, sur d'autres êtres vivants. Et donc voilà, c'est à partir de là vraiment que ma conscience environnementale est née et que mon engagement est né. Et après, voilà, en tant que médecin, je me suis mobilisée sur ces enjeux-là. Je pense qu'on y reviendra sur les solutions. Et donc, quelque part, mon livre, c'est la continuité. Et c'est une manière pour moi d'honorer l'enfant que j'ai été, parce que je pense que notre enfance dit beaucoup aussi de qui on est aujourd'hui, mais c'est un autre sujet. Et aujourd'hui, vous avez un enfant? Oui, j'ai un petit garçon. Et ça peut aussi nous amener à se projeter sur l'avenir. Est-ce que la parentalité est aussi un questionnement vis-à-vis du futur et peut amener à une forme d'éco-anxiété? Alors oui, parce que du coup, ce que l'on observe souvent déjà, c'est que la parentalité, c'est un mode d'entrée dans l'éco-anxiété, souvent, puisque du coup, l'horizon temporel dans lequel on se projette en tant que parent n'est plus le même, et on va faire destin commun avec nos enfants, et forcément, leur horizon temporel n'est pas le même que le nôtre. Donc voilà, il y a une sensibilité très forte en termes de temporalité et aussi un besoin on est des mammifères et donc on a aussi envie de protéger notre descendance. Et donc là, on fait attention aux menaces et les menaces environnementales en font partie. Et après, sur l'autre dimension qui est de ne pas avoir d'enfants, donc l'infécondité volontaire, c'est aussi quelque chose qui peut être retrouvé chez les personnes un petit peu éco-anxieuses qui vont s'interroger, elles, pour le coup, aussi de savoir si c'est juste éthique de faire un enfant dans un monde que l'on perçoit comme compromis. Donc c'est un autre enjeu, un autre questionnement qui est soulevé parfois chez certains par l'éco-anxiété. Sergio Lopez, qu'est-ce que vous pensez du diagnostic du médecin que vous avez à côté de vous, Alice Desbioles? Est-ce que l'éco-anxiété est selon vous une forme d'intelligence émotionnelle forte qui se manifeste? Intelligence, je ne sais pas. Par contre, émotionnelle, certainement. Dans les propos d'Alice, j'ai noté une chose intéressante, c'est qu'elle a été plus influencée, plus impactée par la partie émotionnelle que par la partie rationnelle. Et c'est un petit peu ce que j'ai vécu il y a quelques années. La partie rationnelle, je la vivais depuis des années. J'entendais parler de ce qui se passait en Afrique, dans tous les pays dans lesquels je travaillais.
Et je savais qu'il y avait une érosion de la biodiversité, je voyais les statistiques des différents parcs nationaux dans lesquels j'intervenais, et je me rendais bien compte que ça n'était pas donc en hausse, loin de là. Voilà, cette rationalité, je l'avais. A contrario, il y a une dizaine d'années à peu près, donc, je vais vous raconter la fameuse anecdote, celle qui a tout déclenché, la composante émotionnelle dont tu parlais tout à l'heure. J'accompagnais des touristes dans un parc en Afrique australe, parce que de temps en temps, ça me permettait de sortir un petit peu en brousse avec des touristes et de leur faire découvrir de manière un petit peu différente la faune sauvage et les populations humaines également. Et un beau matin, donc, nous pistions différents animaux, et je vous la fais courte, et je suis tombé donc nez à nez avec un rhinocéros, une femelle, qui gisait sur le flanc dans une énorme mare de sang, et elle avait donc ses 2 cornes arrachées. Elle n'était pas morte. Elle était en train de mourir, donc alors bien sûr j'avais mis les touristes en protection. Je me suis approché de la rhinocéros, et là j'ai vécu un moment donc très intense. Et ça me rappelait, en fait, puisque je l'ai touché, ça me rappelait le tricératops que je voyais dans mes bouquins d'enfants, des dinosaures. Donc c'était la même chose, à part qu'il n'y avait pas les 2 cornes, hein. Mais ça ressemblait étrangement au tricératops. Et je voyais cet animal près de moi, qui respirait difficilement. Je vous cache tous les détails sordides, effectivement, de la rencontre, hein. Et je me suis approché de sa tête, et là, j'ai vu ses yeux. Et je crois que c'est ce qui m'a marqué. Je n'ai pas dormi pendant 1 semaine. Pourtant, je suis quelqu'un qui a vu des choses, hein, mais là, ça m'a particulièrement frappé. J'ai même rêvé, d'ailleurs, c'est ce que je raconte dans le bouquin. Un soir, donc 2-3 jours après, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique du Sud, j'ai une sorcière, dans mon rêve, hein, une sangoma, qui est venue me visiter, donc, qui m'a pointé du doigt pendant plusieurs instants. Je me suis réveillé là-dessus. En fait, j'avais l'impression de représenter l'humanité tout entière. Quelque part, on me montrait du doigt en me disant « mais c'est pas toi qui l'as tué, mais c'est ton espèce. Et tu représentes l'espèce en question. » Et ce jour-là, effectivement, j'ai été impacté par cela. Quel sentiment vous avez ressenti à ce moment-là? Alors, c'est intéressant ce que tu dis tout à l'heure. Au départ, bien sûr, quand je vois l'animal, de la haine envers les braconniers. Après, de manière plus généralisée, envers les êtres humains de manière globale. Ensuite, de la culpabilité. Ça, c'est 2-3 jours après. De la culpabilité. Et rapidement, cette culpabilité s'est transformée en, comment dirais-je, en incapacité à faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, maintenant, il y a 2 choses à faire. La première, si tu continues comme avant. Et la deuxième, tu prends le taureau par les cornes et tu décides d'y aller. Et j'ai changé en quelques mois, même pas en quelques mois, en quelques semaines, radicalement de vie. J'ai abandonné toutes mes activités pour créer, quelques mois après, donc, une ONG que j'appelle une organisation opérationnelle spécialisée dans la protection des espèces en danger en Afrique. Et donc, nous sommes en première ligne aux côtés des rangers pour affronter donc, la criminalité environnementale. Je ne parlerai pas de braconnage parce que le braconnage, c'est un terme tellement sympathique. Le braconnage, on voit, vous savez, Louis de Funès en train de mettre un collet dans la nature pour prendre un lapin. C'est pas ça le braconnage aujourd'hui. Moi, je préfère parler de criminalité environnementale. Et donc, c'est cet événement qui m'a marqué. Et quelque part, c'est ça l'éco-anxiété. C'est qu'à un moment donné, ce sentiment de haine au départ et après de très forte culpabilité, parce que c'est encore une fois, c'est à mon espèce qu'on en veut. Et donc, qu'est-ce que vous faisiez avant d'avoir fondé cette association opérationnelle, puisque vous étiez quand même conscient du contexte écologique, vous vous renseigniez et vous arriviez à vivre avec ça? Est-ce que vous aviez déjà entamé des processus plus militants, des actions plus militantes? Ou c'est vraiment ce déclic qui vous a fait passer à une forme d'action pure? Non, je pense que ça a été un déclic, c'est un catalyseur, mais il y a quelques... Vous savez, c'est comme un explosif, quoi. Il y a l'étincelle, bien évidemment, mais s'il n'y a pas comment dirais-je, s'il n'y a pas le produit détonateur derrière, ça ne fonctionne pas. Ben là, c'est la même chose. Pendant des années, j'ai parcouru l'Afrique, j'ai vu les difficultés donc, des animaux, mais aussi des femmes et des hommes avec lesquels j'ai travaillé et avec lesquels je continue à travailler aujourd'hui. Et tout cela, donc effectivement, j'en étais conscient. Je voyais les difficultés, je voyais les populations animales s'effondrer. On ne parle pas encore d'extinction pour l'instant, pas pour l'instant. Mais si ça continue à ce train-là, donc dans ce trend... C'est un déclin massif et progressif. Et le dodo dont tu parlais, on aura des dodos dans 20-30 ans. Mais des dodos sous la forme de rhinocéros, sous la forme de lion, sous la forme d'éléphant. Là, ça devient gravissime. Et nous ne sommes pas tous amenés à aller voir un rhino, un éléphant
et à vivre cette expérience. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres déclencheurs possibles ? Alors, on ne voit pas tous dans cette salle des rhinocéros, etc. Je veux bien. Mais par contre, en France, n'oublions pas que nous avons des loups, que nous avons des lynx, et ils sont dans la même trajectoire que ces animaux-là. Donc voilà, ça c'est le premier point dans ma réponse. Hein. Donc il y a les animaux européens, français, qui sont autant concernés que les animaux africains. À part, la seule différence, c'est que nous, on a fait les choses mieux que les Africains. On les a déjà exterminés depuis des centaines et des centaines d'années, ceux qui avaient résidence chez nous. Hein. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il n'est pas nécessaire d'être impacté émotionnellement. Je crois qu'aujourd'hui, et Alice l'a très bien expliqué, il y a énormément de données qui nous sont communiquées. On a eu cette farce, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, cette farce, ce congrès de l'UICN à Marseille il y a quelques semaines. Pourquoi je dis que c'est une farce ? Parce que, encore une fois, on fait venir des gens du monde entier pour faire des constats. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Rien. Je peux vous assurer une chose. Vous en avez marre, ça, en fait, des mots. On est ce soir en train de parler. Complètement. Encore. Et je ne veux pas aborder le thème d'après, mais oui, effectivement. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup. Alors aujourd'hui, ça fait bien de parler. Est-ce qu'on intellectualise trop en France ici ? Est-ce que finalement on est trop entre nous à faire des conférences ? C'est pas un problème d'intellectualisation, c'est un problème de non-action. C'est pas pareil. On peut intellectualiser, ça ne me dérange pas. On peut faire des concepts, c'est pas gênant. S'ils sont suivis d'action derrière, là, je suis d'accord. Parfois, il est même bon de réfléchir avant que d'agir. D'accord ? Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, nous, les gens du monde, hein, les citoyens du monde, nous ne faisons quasiment que réfléchir et que débattre. C'est bien. Mais à un moment donné, l'heure de l'action va sonner, je n'en parle pas pour l'instant. Yann, Émile, vous avez écrit une BD, L'effondrement. Vous donnez beaucoup la parole à un certain Pablo de Servignette, prophète de l'Apocalypse, vous l'appelez. Pourquoi vous avez fait cette BD ? Vous pouvez arrêter de prendre des notes. Pourquoi on a fait cette BD ? Un gros avantage de l'humour, c'est que, d'une certaine manière, on touche tout le monde à première vue. C'est-à-dire que quand vous faites une BD humoristique, vous ne faites pas le tri à la porte d'entrée, quoi. Tout le monde potentiellement a envie de rire. Même peut-être des gars comme Zemmour ou des mecs comme ça, peut-être qu'ils rigolent des fois, on ne sait pas. Probablement pas des mêmes choses que nous. Mais par rapport à un bouquin sérieux, de constat, comme peut être les bouquins de Pablo Servigne, qui sont des bouquins un peu plombants dans lesquels il faut se plonger. C'est dur de se dire on va lire ça, quoi. Et avec des conséquences derrière sur nos vies qui peuvent être assez marquantes, quoi. Dire on va faire un bouquin amusant, d'emblée on peut toucher un public assez large. Donc ça c'est un premier point. Ensuite je dirais qu'il y a une espèce d'inclination naturelle, voilà, que nous on a toujours été un peu à faire des blagues, quoi, voilà, les blagueurs de la classe. Donc ça on suit notre penchant. Et après, quelque chose qu'on a découvert après coup, après avoir fait la BD, qu'on nous a fait remarquer, c'est que même dans les sujets qu'on traite, on ferme pas trop la porte dans la mesure où en fait on va pas cibler spécialement, par exemple, je sais pas, les climato-sceptiques ou les gens faciles à cibler, parce que bon, c'est pas hyper intéressant, ces mecs-là sont un peu nazes et on n'a pas envie de passer du temps là-dessus. Donc en fait, on s'attarde plutôt sur des conflits internes à l'écologie, des dissensions du mouvement climat, par exemple, je sais pas moi, la question de la violence ou de la non-violence, la question de la dimension technologique face à la sobriété, la question de l'action du haut vers le bas face à l'action descendante du haut du bas vers le... Enfin, vous m'avez compris. Donc tout le monde peut prendre ce bouquin. Les gens qui militent dans ces mouvements-là vont prendre ça comme une espèce de respiration, parce qu'en fait, c'est beaucoup d'autodérision. Mais en fait, on ne sait pas nécessairement, nous, de où on parle. Et ce qui permet, voilà, à chacun de s'emparer de ce livre-là, de rire avec différents degrés de compréhension. Et quand même, nous, on instigue une petite musique et une réflexion de fond qui, on l'espère, gangrène un peu les cervelles et puis fera sa route ou pas. Mais en tout cas, les graines sont lancées. Vous faites beaucoup de caricatures, alors, les colibris, les infusions bio, les néo-ruraux, tout le monde y passe, et même les mots à la mode, bienveillance, résilience, on en parlait avant le débat. C'est aussi de l'autodérision que vous faites, puisque vous êtes vous-même baigné dans cette sphère écolo. Oui. Bah oui, en fait, c'est vraiment un monde dans lequel
dans lequel nous on est, puis on baigne depuis pas mal de temps. On a vu toutes les vidéos sur YouTube. Vous avez vous-même vos contradictions. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, on est un peu good cop, bad cop. C'est-à-dire, Émile, il fait toutes ses vacances à vélo. Bravo. Il est végétarien. Bravo. Moi, je vais en avion partout. Je fais des barbecues, etc. Et du coup, oui, c'est une forme d'autodérision, ouais, de se moquer. Et puis aussi, c'est des mots qui sont très présents dans tout ce milieu-là, quoi, écologiste, et c'est un peu une forme de private joke, quoi. Ça parle surtout à ces milieux-là, mais bon, on espère aussi au-delà, quoi. Il vous en veut pas, Pablo Servigne? Alors non, justement, donc on a parlé avec lui, et en fait, il trouve ça marrant, ça l'a fait marrer. Je pense qu'il y a un côté, assez réaliste. C'est-à-dire qu'on s'est un peu inspiré nous-mêmes donc nous, on a vu des heures et des heures de vidéos, par exemple de Pablo Servigne, de Jean Covici, tous ces gens-là. Et il y a un moment, ça devient un peu des gourous pour nous, quoi. On est là à attendre la parole, à voir qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il pense, où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut déménager en France, est-ce qu'il faut être végétarien ou pas, tout genre de choses. Et du coup, on s'est un peu inspiré de tout ça pour faire ses aventures, donc dans la BD. Et selon lui, ça reflète pas mal la réalité, quoi, de ce que lui vit, les gens qui viennent et qui lui demandent qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que je fasse. C'est un problème pour vous, ça, la gourouisation de l'écologie? Il y a quand même des messages de fond derrière vos planches humoristiques. Ouais, en fait, c'est un débat qu'on a. C'est une sorte de tension, de contradiction qu'on a nous-mêmes, quoi. On sent bien qu'on est un peu victime de cette espèce de gourouisation. Et puis en même temps, c'est comme ça que nous, on est arrivés là-dedans, quoi. C'est comme ça que, et j'imagine, la plupart des gens sont arrivés dans ce bain-là. C'est avec des gens qui portent la bonne parole. Et pourquoi l'effondrement? Est-ce que c'est, selon vous, la collapsologie est un bon moyen de mettre en action, justement, déclencher des formes de peur comme ça? Ouais, la collapsologie, c'est la force et la faiblesse de cette idée-là. C'est-à-dire que c'est un terme qui est hyper évocateur, qui porte en lui toute une espèce de mythologie qui transparaît à travers des films auxquels on peut penser, Mad Max, La Route, trucs comme ça. C'est hyper fort émotionnellement, c'est hyper chargé. Tout de suite, paf, on se prend un truc dans la tête, c'est hyper clair. Et en même temps, là où c'est une faiblesse, c'est qu'en fait, ça donne une idée un peu fausse des processus qui sont à l'œuvre et qui sont décrits, en tout cas tels que les décrit Pablo Servigne. C'est marrant, dans son bouquin, il prend énormément de pincettes, il fait énormément attention à dire attention, ça va pas être une chute d'un coup, ça va être en marche d'escalier. Il n'y a pas un effondrement, mais il y a plusieurs effondrements, l'effondrement de la biodiversité, l'effondrement des services publics. Bon, il y a différents types d'échelles de temps, différents types de gaps. Et en fait, ce mot-là, qui a une espèce de potentiel publicitaire incroyable, a aussi tendance à simplifier le message. Et après, par rapport à la gouroutisation, c'est pareil, c'est un peu les forces et faiblesses du truc. C'est-à-dire que ça fédère, ça attire tout un tas de gens qui sont aussi attirés par ce côté un peu attractif, tout simplement, quoi. Et qui peut-être après font pas l'effort d'aller chercher plus loin et un peu plus finement le concept. Complètement. Alice Desbioles, qu'est-ce que vous pensez des théories de l'effondrement? Est-ce que c'est un bon moyen, justement, de déclencher comme ça des peurs, peut-être, qui peuvent ensuite être positives pour l'action? Alors, vaste question. Je pense que la collapsologie, en soi, c'est intéressant parce que c'est une discipline, si on peut dire ça comme ça, qui a essayé d'agréger, en fait, toutes les informations de différentes disciplines ou de différents champs. Et en ça, pour moi, c'est très important d'apporter une lecture systémique à tous ces enjeux et d'essayer de les modéliser ensemble. Donc, en ce sens, je trouve ça vraiment très intéressant et très positif. Après, mais là, c'est plus personnel. Je ne suis pas forcément très adepte des leviers comme la peur pour fédérer, pour faire prendre conscience d'eux. On l'a vu beaucoup avec le Covid et honnêtement, pour moi, c'est vraiment antinomique avec ce qu'il faut faire pour, pour faire avancer une société. Donc c'est vrai que je ne dis pas que c'est l'intention de Pablo Servigne, mais c'est juste qu'en tout cas, c'est ce que ça peut renvoyer. Et donc en ça, je serais peut-être plus vigilante et plus critique. Je préfère d'autres leviers plus positifs comme une puissance de vie, une puissance d'amour qui pour moi sont une puissance de lien, de soins qui sont pour moi des valeurs peut-être plus fortes et plus constructives pour une société, même pour les individus, que d'animer les peurs, en fait toutes les passions tristes de l'homme, que ce soit les peurs, la colère,
la haine, la rancœur. Je pense que on passe tous par ces émotions-là. C'est pas du tout quelque chose de négatif. Il n'y a pas à les stigmatiser ou à les refuser. C'est pas ça du tout. Moi, j'ai ressenti aussi ça plusieurs fois. C'est juste que je pense qu'à terme, on peut pas fédérer et mobiliser toute une population, une société sur ces bases, et ça peut pas être les fondements de ce qui nous anime. En tout cas, selon moi. Après, c'est peut-être mon ADN aussi de médecin qui est plus dans le prendre soin, la prévention, le lien, que les peurs et les haines. Sergio, vous vouliez réagir peut-être là-dessus avant de passer la parole au public? Oui, 2 mots. Ça rejoint d'ailleurs vos propos de tout à l'heure concernant le concept et l'action. Je rejoins, donc c'est bien en termes de concept. Parler de collapsologie, d'effondrement, c'est pas mal, comme ça, il y a une vision systémique, donc ça me plaît bien. Ensuite, en termes d'action, c'est hyper négatif. J'aimerais simplement vous citer un roman que certaines et certains d'entre vous ont dû lire, qui s'appelle Blackout. Dans Blackout, donc en fait, ce sont des hackers donc, au niveau mondial qui coupent l'électricité au niveau du monde. Et petit à petit, la planète apprend à vivre sans électricité pour arriver à l'effondrement. D'accord ? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on suit une famille qui est un petit peu des survivalistes à l'américaine, qui monte une maison, qui se protège, etc., pour au bout d'un mois disparaître, purement et simplement. Donc, ce qui veut dire qu'encore une fois, tous ces gens qui viennent demander à Paolo Servigne, maître, que dois-je faire demain ? Où dois-je aller ? Comment dois-je vivre ? Si effondrement véritable il y a, c'est même pas la peine de se poser la question. Je préférerais, comme le dit Alice, qu'on construise en amont pour éviter qu'on y arrive. Avant de passer à une deuxième partie plus offensive, on va vous faire tourner le micro, vous donner la parole. Vous laissez nous donner peut-être des idées pour faire de l'éco-anxiété un moteur pour l'action. Donc ça, c'est une question assez difficile, mais si vous avez des idées pour lancer cette deuxième partie, on vous passe le micro. Madame, vous me regardez. C'est ce qu'on fait avec un spectacle qu'on tourne. C'est un concert théâtral d'une petite fille avec sa grand-mère et justement qui sont toutes les deux soucieuses de comment va le monde et qui décident de monter un groupe pour essayer de donner du positif, quoi. Parce que je pense effectivement qu'on peut y arriver que par le positif. C'est dans l'action que ça se retourne. C'est l'impuissance qui crée. Dès qu'on se met à agir, ça se transforme. Merci beaucoup pour cette belle idée. Est-ce qu'on a d'autres idées ? Ouais, merci. Moi, j'ai vécu un peu des phénomènes d'angoisse, un peu comme ceux que vous avez évoqués au début. Le plus fort, finalement, c'est dans une fresque. Il y a plein de fresques, il y a une douzaine ou quinzaine de fresques qui existent maintenant. Une des plus marquantes, je trouve, c'est celle du climat, parce qu'on voit bien les enchaînements, la causalité, et puis les menaces, comme la guerre, la famine, etc. Et du coup, le seul moyen, finalement, de combattre l'anxiété, c'était d'agir. Et pour moi, agir, ça voulait dire intégrer des groupes, du militantisme pur et dur. Donc après, on est tous adultes ici, je pense que vous en avez entendu parler, il y en a plein qui existent, chacun peut trouver chaussure à son pied. Ça va de Extinction Rébellion à Alternatiba, en passant par NV COP21, Amis de la Terre. Enfin, bref, il y a vraiment 20 000 façons d'agir, que ce soit par la désobéissance civile ou des réflexions, des débats, de la communication. Toutes ces organisations ont besoin d'énormément de bénévoles. Donc j'invite tout le monde à essayer de se manifester pour agir et aider, parce qu'il y a beaucoup de besoins, énormément de besoins. Voilà, c'est une de mes solutions. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir ? Les femmes, peut-être. Je pense qu'avant de passer à l'action, il faut déjà se demander comment recevoir les ressources dont on a besoin pour passer à l'action. Et je pense que dans notre monde un peu mondialisé et digitalisé, il est important peut-être aussi d'avoir un retour à la nature et aux racines aussi qui peut aider à trouver un focus et à vraiment avoir la force pour pouvoir passer à l'action. Merci. Effectivement, on a un plateau très masculin. Si vous avez des idées... Je crois qu'il y avait une personne qui... Non, ok. Ça, oui.
Ça peut passer aussi par en discuter, en fait, échanger autour de soi, parce que quand on est éco-anxieux seul, c'est très très difficile d'en sortir, et de trouver d'autres gens autour de soi qui sont aussi éco-anxieux pour échanger, ça permet de plus transformer en action après par le collectif. Merci. Ben voilà, déjà de belles idées, se reconnecter à la nature, discuter, intégrer des groupes. Toutes ces idées, vous les avez déroulées assez longuement dans votre ouvrage, Alice Desbioles. Et vous dites une phrase qui m'a particulièrement marqué. Le défi est de vivre avec cette nouvelle compagne, l'éco-anxiété, de l'apprivoiser, de trouver un nouvel équilibre personnel, d'en faire une force, un moteur pour l'action, voire une boussole vers le bonheur. Donc dites-nous en quoi on peut se servir de cette éco-anxiété comme d'une boussole pour le bonheur, et pour l'action, on commence un peu à comprendre. Alors en fait, ce que j'ai essayé d'amener dans le livre, c'est l'idée que l'éco-anxiété, en fait, c'est pas quelque chose de sombre, de sclérosant ou de névrotique. C'est en fait un cheminement, c'est même une nouvelle philosophie de vie. On parlait de la dimension existentielle de l'éco-anxiété en début de plateau. Et en fait, pour moi, c'est même, j'irais même plus loin, c'est à mes yeux une forme de sagesse. Et voilà, cette éco-anxiété, ça peut vraiment en fait être, oui, une boussole pour déjà se reconnecter à soi-même. Peut-être se déconnecter un petit peu des réseaux sociaux pour voilà, se reconnecter à soi-même et notamment, on va dire, au monde sauvage ou à un monde un peu plus naturel. Ça, c'est effectivement très important. Et donc, l'idée de l'éco-anxiété, c'est qu'en fait, ça nous invite à changer d'angle de vue sur le monde pour ensuite changer d'angle de vie. Et donc, l'éco-anxiété, ça va vraiment transformer notre rapport à nous-mêmes, aux autres, au monde, à nos aspirations. Et en ça, à mes yeux, c'est quelque chose de très positif, puisque finalement, je ne suis pas certaine que nos sociétés telles qu'on les pense, les liens entre nous tels qu'on les vit, et voilà, nos aspirations, toute la mythologie, on va dire occidentale, autour de certaines valeurs, voilà, enfin, ce que l'on considère être peut-être le bonheur, je ne suis pas certain que ce soit ce qui nous rende heureux et nous épanouisse. On voit que la santé mentale, notamment des plus jeunes, n'est pas forcément au mieux. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une invitation à se réinventer. Et à mes yeux, l'éco-anxiété, c'est finalement une forme de renaissance. Et en ça, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Et c'est Saint-Exupéry qui disait que vivre, c'est naître lentement. Et quelque part, voilà, l'éco-anxiété, ça nous invite à... Je pense à nous dépasser, à nous transcender et à nous réaliser en étant en cohérence avec peut-être des valeurs plus bienveillantes, même si j'ai l'impression que c'est... Yann, une réaction? Je voulais demander en fait à Alice Desbioles, qu'est-ce qu'on fait de la colère? D'habitude dans les milieux écologistes, bon alors ça dépend lesquels, mais c'est qui peut être un peu mis sous le tapis. On dit bon c'est pas bien, ça fédère pas, la colère, tout ça. Nous dans nos BD on met beaucoup d'explosions. Est-ce qu'on peut transformer ça en quelque chose de positif ou est-ce que c'est plutôt... Je me permets de compléter la question. Dans l'approche collapsologiste et dans ce que tu dis, il y a un truc hyper rentré sur l'intériorité, l'individu, la façon de certaine manière de s'adapter à ce nouveau monde en y trouvant peut-être la manière d'être heureux à l'intérieur et tout. Pourquoi pas, c'est probablement nécessaire. Mais est-ce qu'à la fin, il n'y a pas un truc un peu de baisser les bras, quoi? Et c'est un peu ça qui me un peu lénifiant, quoi, dans ces discours. Et je crois que c'est un peu aussi ce qui nous agace un peu parfois avec Yann. Et dans les trucs tu vois, dans les espèces d'étapes du deuil que reprend Paulo Servigne, la colère elle est tout au début, quoi. C'est-à-dire une fois qu'on aura fini le processus, on sera apaisé et tout. En fait, cette colère, elle est nécessaire, quoi, parce que le réchauffement climatique, il y a des responsables qu'il faut cibler, qu'il faut combattre. Et la colère, c'est une arme pour se battre et pour lutter contre eux, quoi. Alice Desbioles, vous avez beaucoup de questions. Vous êtes un peu notre Pablo Servigne du soir, quoi. Vous allez nous éclairer. Ouais, je suis pas trop fan des gourous, mais alors la colère, j'entends. C'est juste que je ne suis pas certaine qu'à terme, en fait, à quoi ça sert la colère? J'ai envie de dire, c'est normal de passer par la colère, mais après, c'est pas à mes yeux quelque chose qui va, qui va être constructif ou qui... Je pense vraiment que la colère, c'est une émotion qu'il faut dépasser. Moi, personnellement, ma colère, ça fait longtemps que je l'ai dépassée et je ne ressens plus de colère. Et je pense que c'est... Alors là, je lis un livre, ça n'a rien à voir, mais sur l'éducation des enfants. Bon. Et, une des pistes que vous développez aussi dans le livre. Ouais. Et dans ce livre, l'auteur, donc le livre, c'est Chasseurs-cueilleurs parents. Je vous invite à le lire. Et du coup, elle se rend dans les cultures inuites et elle décrit vraiment que, en fait, dans ces cultures-là, la colère est un sentiment qui n'existe pas. Et
moi, ça m'a vraiment interrogée parce qu'elle dit que la colère, pour elle, enfin pour ces cultures-là, en fait, c'est une émotion qui est, on va dire, l'apanage des enfants. Un adulte, il se met plus en colère en fait. Il va agir, il va mobiliser son énergie ailleurs parce que ça prend beaucoup d'énergie d'être en colère. Enfin, au final, et ça sert à quoi quelque part? Parce qu'il y a d'autres moteurs en fait. Bien sûr, ça permet un passage à l'action, ça permet de prendre conscience de quelque chose. Mais toi, tu as ressenti de la colère même contre l'ensemble de l'humanité, peut-être même contre toi-même pour ce que tu incarnais, mais tu l'as dépassé. Parce que pour moi, la colère en fait, c'est quelque chose qui nous fait perdre énormément d'énergie et qui n'est pas forcément constructif. Et donc, je pense que c'est une émotion nécessaire, il faut l'accepter. Mais il faut vraiment la dépasser. Et c'est même une forme, et c'est ce que disent les Inuits, que c'est une forme de maturité que de ne pas ressentir de colère. C'est les enfants qui ressentent de la colère. Mais quand on est un adulte, on dépasse ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir envie de se battre et qu'on n'a pas une volonté de combat et de changement. Mais pourquoi être animé par des émotions aussi énergivores que la colère? Donc dépasser la colère, mais vous appelez en fait au lâcher-prise, globalement. Vous dites par exemple que si on passe nos nuits à se morfondre en pensant aux flammes qui dévorent l'Amazonie, on reste complètement avachi dans notre lit, finalement, on n'est pas amené à l'action. Ça, c'est vraiment important pour vous, le lâcher-prise. Et quels sont les outils pour lâcher-prise et du coup, déclencher ce lâcher-prise en de l'action pour... Ouais. Alors, le titre de cette clé personnelle, c'est vraiment lâcher-prise sans renoncer. Et je pense que ça, c'est très important. C'est que je pense que quand on a cette sensibilité-là au monde, ce qui peut parfois nous guetter, c'est une forme de désenchantement et d'abandon, de renoncement. Et ça, je pense que c'est quelque chose contre lequel il ne faut pas sombrer là-dedans. C'est le piège de l'éco-anxiété. C'est le piège de l'éco-anxiété. Et donc vraiment, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à lâcher prise par rapport à... Tu disais quelque chose d'intéressant quand tu as vu cette femelle rhinocéros mourir devant toi, saignée à blanc, là. Que tu as ressenti de la colère et que tu te sentais responsable en fait pour l'ensemble de l'humanité. Et donc ça, c'est une des clés aussi que je développe dans le livre, c'est que je pense que c'est très important de ne pas s'hyper-responsabiliser et de n'endosser de responsabilité que ce sur quoi l'on peut agir. Et donc ça, c'est une des clés aussi de l'éco-anxiété, ça participe de se lâcher prise, parce que parfois quand on est éco-anxieux et qu'on a cette forme d'empathie en fait extrême pour l'ensemble du monde et des tourments de ce monde, on va les prendre sur nous, tel Atlas qui porte l'ensemble de la planète sur ses épaules, mais ça en fait ce n'est pas possible. Et ce qui nous guette dans ces moments-là, c'est une forme de d'épuisement. Et donc je pense qu'il faut mettre de côté cette hubris, et pour moi ça va avec la colère en fait, cette hubris d'impuissance, je pense qu'il faut la mettre de côté pour se remobiliser ici et maintenant, à sa juste place, à son juste niveau. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a derrière ce lâcher-prise sans renoncer. Sergio Lopez, suite à votre effroyable expérience, comment est né ce combat en Afrique, ce combat pour la faune sauvage? Vous parlez vraiment de combat, hein, vous employez la rhétorique guerrière, la lutte, le combat. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai créé Wildlife Angel, c'était pour combattre la criminalité environnementale, celle qui détruit les animaux dont j'ai déjà parlé. Nous avons travaillé donc avec les populations locales, avec les rangers, donc dans les villages, pour qu'ils soient avec nous, parce que si les populations villageoises ne sont pas avec nous, on n'y arrivera jamais. D'accord ? Donc il faut vraiment impliquer tout le monde, que ce soit le combat de tout le monde. Et d'ailleurs, au passage, je réponds à la question de tout à l'heure sur l'éco-anxiété auprès des populations soi-disant pauvres. Elles sont aussi, alors je ne sais pas si on peut parler d'éco-anxiété, mais elles se sentent très concernées, très impliquées par ce qui se passe. Elles sont au courant de tout, bien sûr. Par contre, elles sont aussi, comme nous, dépassées par les événements. Et ne croyez pas que parce que ces gens-là sont pauvres, qu'ils n'ont pas d'emploi et que bien souvent ils meurent de faim, ils n'ont pas conscience de ce déclin de la biodiversité. Ça, c'est un point important. Mais vous l'avez vu sur le terrain en Afrique ? Ah, complètement, tout à fait. On a vraiment des populations, si encore une fois, on ne joue pas aux néocolonisateurs, si on ne revit pas, si vous voulez, les concepts de nos aînés dans l'Afrique, mais dans d'autres pays également, hein, si on les aborde donc en tant que frères, et quand je dis le terme de frère, c'est un terme que j'utilise dans mon bouquin, les rangers sont nos frères sur le terrain. Parce que quand on saigne, le sang est de la même couleur chez nous, quel qu'il soit. Et les populations sont vraiment avec nous parce qu'on sait les écouter, parce qu'on apporte juste ce qu'on doit leur apporter, et ils nous apportent tellement en échange. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Mais on se rend compte que cette éco-anxiété, on va dire, les concerne tout autant que nous. Moi, j'aimerais aller un petit peu plus loin maintenant et dire la chose suivante. Pour moi, il y a 3 façons de réagir à ce qui se passe aujourd'hui dans les fondements de toutes ces perspectives. Il y a 3 catégories d'individus. Ceux qui s'en foutent complètement, ceux qui sont dans le déni, ça existe, il y en a plus qu'on ne pense, hein. Et il y a une deuxième catégorie que j'appelais, moi, à une époque, les colibris ou les résilients.
C'est-à-dire ceux qui sont conscients de ça et qui commencent à se poser des questions en disant peut-être que si je trie mes déchets, si je mange plus intelligemment, si je deviens vegan, etc., mais quelque part, comme le colibri, j'amène l'eau pour éteindre l'incendie. Malheureusement, si on compte que sur des colibris, on n'ira pas bien loin. Il faut une troisième catégorie, c'est-à-dire les femmes et les hommes qui, comme vous le disiez, monsieur, tout à l'heure, j'ai bien aimé votre intervention, qui se situent dans l'action. Aussi bien que la vôtre, madame. L'action, c'est pas uniquement être sur le terrain avec des rangers, c'est pas ça que j'attends. L'action, c'est d'écrire une BD qui dépote, comme dirait l'autre, de mettre en place des mouvements donc, comme le vôtre, artistiques, culturels, pour faire parler de cette thématique, mais aussi des gens qui sont dans l'action sur le terrain. Parce que la criminalité environnementale, celle dont on parle, elle n'est pas que illégale. Elle est avant tout légale. Regardez le fameux Grindadrap qui se passe dans les îles Féroé au Danemark. C'est légal de massacrer des milliers de globicéphales et de dauphins. C'est légal en Afrique de détruire le sous-sol, pour notre bien-être bien sûr, de détruire le sous-sol, d'évacuer les populations pour créer des paradis artificiels. C'est cette criminalité légale qu'il faut aussi dénoncer. Et celle-là, si vous, moi, les générations futures ne se lèvent pas pour aller au-devant de ces individus, faire pression auprès du politique, on ne s'en sortira pas. Et ce n'est pas notre résilience qui va nous sauver, c'est notre action. Et à un moment donné, sans être en colère, parce qu'il ne faut surtout pas être en colère, mais il va falloir être déterminé jusqu'où il faudra peut-être aller très très loin, mesdames et messieurs. Il faudra peut-être aller très très loin dans l'action. Jean-Marc Gansine, que vous connaissez, il me semble, a écrit un formidable livre aussi, Ne plus se mentir, où il répertoriait 4 piliers de lutte. La sobriété individuelle, la résilience collective sur un territoire, c'est un peu peut-être les actions locales avec des ONG. Le changement culturel, donc peut-être ce que vous faites aussi avec votre association. Et aussi ce que vous dites, en fait, l'obstruction face à la destruction du vivant, l'obstruction physique. Donc Alice Desbioles, ça me fait faire un clin d'œil avec votre ouvrage qui dit en fait chacun a son niveau d'action et chacun doit agir. C'est aussi pas se mettre une pression inutile et pas encore une fois rester renfermé sur soi-même, à trop penser, à trop ressasser. Il faut agir ici et maintenant. Oui, clairement. Et je pense, là, vos 4 piliers du combat ou de l'engagement, en fait, ça passe déjà par une transition intérieure. Et je pense vraiment qu'il n'y aura pas de transition en fait, globale et de nos sociétés, de transition collective, si déjà nous-mêmes, on n'a pas émotionnellement, intellectuellement transitionné vers d'autres aspirations, vers d'autres désirs, vers d'autres préoccupations et vers d'autres priorités. Et donc, en fait, pour moi, c'est vraiment le point de départ de tout ce qui va suivre, de tous ces combats, de tous ces engagements. On sait déjà que intimement, personnellement, on ait fait, entre guillemets, cette transition intérieure. Et je pense que c'est vraiment la clé de tout ce qui en découle ensuite. Yann, Émile, ça vous parle, ces 4 types d'engagement? Alors nous, en fait, la première BD qu'on a fait, c'était un peu sur le monde du travail. Enfin, ça s'appelle Pôle l'emploi. C'est des voyageurs intergalactiques qui vont chercher du boulot dans l'univers. Parce que pour nous, le travail, c'est un thème central. Et à un moment, on s'est dit, donc, pour lier ça avec la thématique écologique, l'effondrement, c'est qu'en fait, tant qu'on continue à voir le monde du travail tel qu'il est actuellement, en fait, on est condamné à faire des petits gestes. Voilà, on recycle, etc. Mais en fait, si la journée, on va travailler pour Total et ensuite on rentre et on recycle, ça ne va pas changer grand-chose. C'est beaucoup plus difficile de laisser tomber son travail et dire allez, j'arrête de bosser là-dedans et puis je vais m'engager à 100% comme Sergio. D'ailleurs, je voulais lui demander comment il avait fait au niveau purement financier parce que c'est quelque chose qui est pas facile. Enfin, nous, on a réussi par l'auto-édition à changer. Enfin, au départ, Émile était architecte et moi, j'étais ingénieur. Et du coup, on fait plus du tout ça. Mais bon, on a réussi à trouver le moyen financier de vivre de la BD. Le travail, c'est quand même 8 heures par jour. Donc à un moment, si on ne change pas ça, on est condamné à faire de l'écologie de hobby, en quelque sorte. Ma question, voilà, c'est ça. C'est sur le volet financier. Comment vous avez réussi à financer votre association? C'est vrai que ça a été des difficultés à trouver un modèle économique. Vous dites d'ailleurs que vous n'aimez pas ce mot. Oui, et d'ailleurs, c'est toujours le cas. 3 années, pour répondre à ta question, 3 années difficiles au départ, puisque j'ai la chance d'avoir une activité relativement rémunératrice antérieurement. J'avais mis de l'argent de côté. Donc cet argent m'a permis de vivre pendant 3 ans.
Après, il a fallu trouver des solutions. Donc, parce qu'on avait un petit peu, comment dirais-je, on a fait des levées de fonds, ça nous a permis d'avoir des demi-SMIC pour s'en sortir, mais pas plus. Aujourd'hui, donc pareil, donc on se bat pour trouver des fonds parce qu'on a besoin de plus en plus. Avant, on accompagnait simplement les rangers, on les formait. Aujourd'hui, on les équipe, voire on les rémunère dans certains endroits. Donc là, effectivement, ça nécessite énormément de fonds. Donc ça, il faut en être conscient. Mais moi, j'aimerais revenir sur une question donc, le monsieur qui était ici tout à l'heure a posé sur comment on fait pour s'engager dans le combat. C'est relativement simple sur la lecture. La première des choses, c'est faire un bilan, entre guillemets, de vos compétences. Qu'est-ce que vous savez faire? On fait un bilan. Ensuite, quelles sont vos motivations? Une sensibilité plutôt animale, une sensibilité sur la flore, une sensibilité sur les populations, une sensibilité sur le climat, que sais-je. Et ensuite, vous faites matcher les deux. Et comme disait monsieur, il y a suffisamment aujourd'hui d'organisations, de toutes petites associations jusqu'à des grands monstres. Évitez les trop grosses quand même, hein, parce qu'elles ne foutent rien. Concrètement, elles ne font rien sur le terrain. Mais par contre, vous avez toute une batterie, toute une carrière qui existe. Et ensuite, proposez votre service. Et si vous vous impliquez chez elles, si vous y retrouvez, c'est comme ça, à mon avis, qu'on va s'en sortir. Ou alors, vous ne trouvez pas, vous créez. Le temps passe, on va prendre des questions, des idées. Je suis sûr que vous bouillonnez intérieurement. Allez, je me lance pour vous donner des idées. On sort tous en même temps et on va crever des pneus de SUV. Ça, c'était un mouvement qui avait fait polémique. Ça, c'est une vraie question pour moi. Parce que j'ai une fille qui est très militante et je me demande si détruire, ça participe. Parce que finalement, après, on va refabriquer pour changer. Et je ne vois pas trop comment ça peut aider. Bon, la question est ouverte. Émile, Non, c'est une question qui peut se poser. C'est-à-dire qu'après, on peut aussi avoir l'idée suivante, c'est de dire que si on ne peut plus garer un SUV dans une rue sans se le faire défoncer, on va acheter une Twingo, quoi. Donc c'est une question ouverte, quoi. Je ne sais pas. En tout cas, je sais pas répondre, bon. Mais... À méditer autour d'une bière, je pense que ça va faciliter les arguments. Ça a un peu à voir avec la colère, finalement, la destruction. Je ne sais pas si c'est par la destruction qu'on peut réussir à transformer les choses. Voilà. Je me souviens d'une émission que j'avais écoutée, c'est Les Pieds sur Terre, de Sonia Kronlund sur France Culture. Et c'était sur des militants véganes qui avaient détruit des boucheries. Alors je ne sais plus où en France, et qui vraiment avaient posé une bombe dans une boucherie dans un village qu'ils avaient fait exploser le soir, la nuit. Et du coup, c'était une femme qui était, je crois, auxiliaire de puériculture à la base et qui était rentrée progressivement dans le militantisme, le véganisme et tout. Et finalement, elle, ce qui lui avait semblé le plus logique à faire face à toute la souffrance qu'elle ressentait du fait de la souffrance animale et de tout ça, et d'une nécessité, on va dire, de détonateur de créer un choc dans la société par rapport à ça. Donc ça avait été de faire péter une boucherie littéralement. Et donc cette jeune femme, elle était interviewée parce qu'elle avait du coup fait de la prison, je crois, elle avait payé des amendes, elle avait dû vendre la maison de sa mère, je sais plus quoi, pour les dédommagements, ça avait été très compliqué. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, les journalistes lui demandaient quel regard elle portait sur ses actes a posteriori, quelle avait été l'efficacité au regard de la cause aussi qu'elle défendait, quel avait été l'impact pour elle, quel avait été le prix à payer pour elle, et voilà. Et finalement, elle disait, si je devais refaire les choses, je pense que je les ferais différemment. Et il y avait un des sociologues qui travaille beaucoup sur la désobéissance civile, je me souviens plus de son nom, je suis un peu désolée, je crois qu'il était interviewé aussi. Et du coup, lui, il disait, mais quand elle dit qu'elle a mis une bombe dans la boucherie, parce qu'elle précisait qu'il savait qu'il n'y avait personne dans cette... Et lui a dit assez naturellement et logiquement, mais qu'est-ce qu'ils en savaient? Il y aurait très bien pu avoir quelqu'un à ce moment-là aussi qui venait.
Donc voilà, je pense que c'est important de se poser des questions. Une chose est sûre, c'est que là, on parle d'éco-anxiété. Le problème, entre guillemets, de l'éco-anxiété, c'est pas l'éco-anxiété en elle-même, c'est pas ce qu'on va ressentir, c'est pas le cheminement personnel, c'est les causes de cette éco-anxiété. Et évidemment, toutes ces causes de l'éco-anxiété, elles nécessitent des réponses globales, systémiques, politiques, à l'échelle internationale, et elles dépassent la seule capacité d'action d'un individu. Donc je pense que voilà, je ne suis pas certaine, j'entends des actions de désobéissance civile peut-être plus pacifiques, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur, après on parle de destruction créatrice, je crois que c'est Schumpeter, un économiste, voilà, on peut toujours tout justifier, mais je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur le prix à payer, sur l'efficacité de l'action, ouais, à méditer. D'autres questions, réactions? Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez du woofing, et aussi peut-être pour sensibiliser des personnes qui ne sont pas forcément familières, j'ai envie de dire, de la nature, de tout ce qui est... Alors c'est vrai qu'il y a certains chercheurs qui disent qu'on a tous en nous un amour inné pour le vivant, pour la nature, pour la beauté du monde. Ça s'appelle la biophilie. De bio, donc la vie, et philias, les passions. Et donc on aurait en fait naturellement en nous une attraction pour le vivant, pour les autres espèces sauvages, et donc pour la beauté d'un monde qui n'est pas forcément humain, donc tous les autres animaux, les autres êtres vivants. Et effectivement, cette biophilie, elle serait un petit peu contrecarrée par un mode de vie, on va dire... pour certains en tout cas, mais de toute façon, l'humanité va être à plus de 75% dans les villes d'ici 2050, je crois. Donc effectivement, moi je suis persuadée qu'on ne peut aimer, on ne peut avoir envie de prendre soin que de ce que l'on connaît, et que cette déconnexion permanente, on parle même, c'est pas médical, c'est pas une entité médicale, mais on parle même de syndrome de manque de nature. De plus en plus, notamment les enfants. Les enfants que là on élève sont la génération d'enfants la plus déconnectée du monde vivant et du monde sauvage que l'humanité a jamais connu. Donc ça, forcément, ça interroge après sur un attachement par rapport à la beauté du monde sauvage, par rapport aux espèces dont tu parles. Comment est-ce qu'on peut être touché si on ne connaît pas? Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est même documenté scientifiquement, puisque ça, on sait que c'est toujours un argument assez fort pour faire prendre des décisions, des bienfaits du contact avec les espaces verts, avec la nature, avec la forêt, pour la santé physique, la santé mentale. Donc oui, effectivement, ça pour moi, c'est une des clés que je développe dans mon livre. Et je reprends une phrase de Rousseau qui dit « s'enivrer à loisir des charmes de la nature ». Et ça, je suis persuadée effectivement que c'est salutaire à la fois à l'échelle individuelle, mais à la fois collectivement. Émile, vas-y. Sur la question de se lier à la nature, moi je pense qu'il faut, c'est une dimension à prendre en compte et tout, mais c'est des choses qui sont pour moi périphériques. Là où je pense qu'on est plus critique avec Yann de la dimension changement intérieur, tout ce que tu disais tout à l'heure, une fois qu'on aura tous changé intérieurement, j'ai l'impression qu'il y a une forme de naïveté à penser qu'une fois qu'on aura tous fait notre twist, une fois qu'on aura tous pris conscience des enjeux, alors les choses se feront toutes seules. En fait, je pense que tu es d'accord pour dire qu'il y a des intérêts à l'œuvre qui luttent contre la transition écologique. Il y a des gens qui ont intérêt à continuer de forer du pétrole, il y a des gens qui continuent d'investir massivement dans les fossiles. Une centrale à charbon, une centrale à pétrole, ça a une durée de vie de 60 ans, et c'est des installations hyper capitalistiques. Quand on met ça en œuvre aujourd'hui, les gens qui mettent en place des centrales à charbon ou des centrales à pétrole aujourd'hui, ces mecs-là, ils ne veulent pas faire la transition. Ces gens-là, il ne s'agit pas de se dire on va les emmener dans une forêt, ils vont se faire un tree bathing, et après hop, ils vont dire ah bah, ils avaient raison, et puis ils vont abandonner leur rente, quoi. Je pense qu'il faut quand même se rendre compte des rapports de force, des rapports d'intérêt qu'il y a, et peut-être qu'il faut cibler les gens qui détiennent ces intérêts-là d'une manière ou d'une autre. Alors c'est pour ça que juste me permet de rebondir sur la boucherie. À l'intérieur des actions qu'on pourrait qualifier de violentes, il y a toute une gradation je crève un pneu à je tue quelqu'un. Pour l'instant, je ne parle pas de tuer des gens, quoi. Et si un jour je veux le faire, peut-être je demanderai à Sergio qui a une petite technique dans la... Non, mais c'est pour ça, il y a quand même tout un truc. Et la boucherie, c'est un instrument de travail d'une personne. Quand je parlais du SUV tout à l'heure, le SUV, c'est quand même c'est un truc qui coûte très cher. En attendant, on en est là toujours, en fait. Tu vois, et ça me révolte aussi. Hein, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ce genre c'est-à-dire cibler des destructions matérielles sur des choses qui vont nuire que très partiellement à des gens, en plus en ciblant des personnes qui, par exemple, sont parmi les catégories les plus riches de la population, ça me paraît pas... Il rigole, hein. C'est une blague. Bon, on va prendre une autre question, monsieur. C'est entre une question et aussi une proposition, c'est de dire que peut-être l'éco-anxiété, c'est un point de départ pour savoir ce qu'on veut, vers où on ne veut pas aller.
Mais ça suffit pas, effectivement, parce que du coup, on est un peu bloqué, on ne sait pas comment agir. Est-ce qu'il faut casser la gueule aux méchants? Ouais, on ne sait pas. Mais est-ce que ça pourrait pas, d'une manière un peu plus constructive, se dire, OK, on sait ce qu'on veut pas, mais alors, ce serait quoi un modèle qu'on veut? Et donc, essayer de diffuser des modèles enviables, des modèles vers lesquels on veut aller. Et ça, c'est fédérateur. Ça, c'est des choses, finalement, qui vont réussir à embarquer le monde vers un modèle qui est peut-être plus sympa que juste de penser à avoir un SUV. Ou, voilà, quoi. Donc, Ouais. je dis pas qu'il faut pas peut-être avoir des actions phares qui vont faire percevoir des choses qu'on n'a pas envie de voir comme non désirables. Donc ça aide à shifter de perception, mais en même temps, il faut que ça s'accompagne de modèles vers lesquels on a envie d'aller pour pouvoir embarquer le groupe. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, c'est la désirabilité. Et d'ailleurs, une des clés de mon livre, c'est désirer autrement pour se réaliser pleinement. Et donc ça, vraiment, pour moi, c'est super important. Et je pense qu'on parlait un peu de qu'est-ce qu'on peut faire. Je vois, Marine, que tu es là. Je ne peux pas ne pas te citer, mais excuse-moi, mais il faut le dire. Donc, tu es juriste et tu as créé, je te fais un peu de pub, hein, du coup, l'association Wild Legal. Et tu développes quelque chose que je trouve très intéressant dans, on va dire, le changement systémique et le changement institutionnel. C'est, tu parles d'une autorité, tu en parlerais peut-être mieux que moi, je peux peut-être te donner le micro si tu as envie. De la haute autorité aux limites planétaires, qui serait en fait une instance, on va dire, supra-constitutionnelle, supra-juridique, qui aurait en fait une forme de force réglementaire pour que tout nouveau projet s'inscrive dans le respect de ce qu'on appelle les limites planétaires, le réchauffement climatique, la déforestation, tout ça. Et donc ça, quelque part, pour moi, c'est quelque chose peut-être de beaucoup plus révolutionnaire et de beaucoup plus structurant que des actions animées comme ça par la colère et par un besoin de réalisation immédiate et concrète. Et donc voilà, il y a aussi des changements paradigmatiques, des changements institutionnels, des changements philosophiques qui, effectivement, pour moi, passent aussi par de la désirabilité. Et quoi de plus désirable, à mes yeux en tout cas, qu'un monde dans lequel on peut respirer un air de bonne qualité, dans lequel on peut ne pas passer des étés caniculaires à 50 degrés qui vont durer de mai à octobre, d'après les prévisions de Météo France. Et les canicules qu'on a connues jusqu'à présent, c'est vraiment des appetizers par rapport à ce qui nous attend. En quoi c'est désirable? Pour moi, ça l'est pas. Donc effectivement, et c'est vraiment à mes yeux la force de l'éco-anxiété, c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'on veut, à quoi on aspire. Et donc ça passe par un changement systémique, paradigmatique, politique et personnel. Sergio Lopez. Juste, je réponds par rapport à ça, en termes de, comment dirais-je, de modèle. Je vais vous raconter une anecdote très rapide et je ne ferai pas de commentaire. J'étais récemment donc, dans la région d'Alsace et j'ai rencontré des jeunes qui étaient dans une formation à la désobéissance civile. Pourquoi pas? Quand j'ai vu ces jeunes arriver, donc ils sont descendus d'une Zoé, ils ont tous posé leur téléphone portable à côté de moi, ils ont commencé à discuter, je leur ai dit, vous êtes pour une formation de la désobéissance civile? Oui, bien sûr, d'accord. Vous roulez dans un véhicule électrique et vous avez tous des smartphones. Oui, qu'est-ce que ça a à voir? Tout simplement, c'est que vos smartphones, les composants des smartphones sont faits avec du coltan dans les mines de RDC et les batteries électriques des voitures, encore une fois, ce sont les mêmes gamins en RDC dans les mines de cobalt qui les produisent. Et là, vous voulez faire de la désobéissance civile. Point final. Marine Calmet, Alice Desbioles faisait tout à l'heure un clin d'œil à votre activité et votre Now is your association moment. Wild Legal. Bonsoir, merci beaucoup Alice, c'est super gentil. Moi, ce que je vois, c'est en plus c'est la meilleure table ronde parce qu'il y a les créatifs et ceux qui sont dans l'action et qui racontent. Avec l'association Wild Legal, nous, ce qu'on fait, c'est imaginer en fait un droit qui n'existe pas encore. C'est ce qu'on appelle du droit prospectif. On anticipe sur le futur, on crée du droit. Parce que nous, on est des juristes, alors on utilise ce qu'on a sous la main, notre savoir juridique pour créer. En fait, on se demande pas ce qui est légal. Et tu parlais de ça tout à l'heure, c'est très important. Il y a de la criminalité qui est aujourd'hui légale, des pollutions qui sont légales, autorisées par le gouvernement, qui sont du coup avalisées par nos États. Et nous, on ne se pose plus la question de savoir ce qui est légal, mais de ce qui est souhaitable. Et donc, en partant de ce qui est souhaitable, avec nos compétences de juriste, on fait notre petit bout de chemin en se disant quelle loi on va créer. Par exemple, là, on lance une campagne sur les droits des animaux. À quoi ressemblerait notre société si les animaux n'étaient plus des objets, mais des sujets de droit, s'ils avaient des droits fondamentaux? Et on crée, grâce à des procès simulés, une mise en condition. On montre, on ouvre une fenêtre pour dire, voilà, demain, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un droit complètement nouveau, l'écocide, les droits de la nature, qu'est-ce qu'on pourrait créer comme monde avec ça? Je dis ça parce que, en fait, être dans l'action, c'est pas forcément être sur le terrain,
Ça peut être être un urbaniste et repenser la ville qu'on veut demain, être un juriste et repenser ce qu'on veut créer dans les tribunaux. Ça peut être un artiste et montrer ce qu'on veut voir demain dans sur les planches de théâtre. Donc vraiment, chacun avec sa spécificité. Peut-être vous connaissez le test de l'ikigai. Qu'est-ce que vous voulez être, qu'est-ce que vous savez faire, comment vous vous rémunérez dans la vie et trouver comment vous pouvez être gardien de la nature grâce à ce test. Définissez pourquoi vous êtes bon et ce que vous avez envie de faire dans votre vie, mais centrez-le sur l'avenir qu'on a envie de construire ensemble. Et ça, c'est pour moi hyper important. Qu'est-ce qu'on veut créer ensemble? Et à partir de là, on peut tout inventer en fait. Merci beaucoup. Alice Desbioles, une réaction? Oui, là, pour moi, ça rejoint la notion de désirabilité et la capacité aussi, c'est-à-dire que l'écologie, le sens est dans chacune de nos actions. Et c'est vraiment très important. Il n'y a pas les métiers de l'écologie ou quoi. On peut donner du sens à tout. Et je pense que c'est vraiment très important d'utiliser nos casquettes et nos spécificités pour exactement ce que tu as dit, aller vers un avenir désirable et un présent aussi déjà désirable. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé pour canaliser l'éco-anxiété, comme vous le disiez. Allez, d'autres questions, réactions? On a encore 5 minutes. J'aimerais juste vite fait réagir à votre propos, Sergio Lopez. Vous avez dit, vous avez donc raconté l'anecdote avec ces jeunes en Alsace. Je trouve ça très contre-productif de manière à ce que si on commence à condamner l'un à l'autre, on ne va pas avancer, on ne va pas passer à l'action. Hein. Par exemple, les deux messieurs qui font la BD, vous aviez raconté que votre collègue fait des barbecues. On pourrait dire oui, pourquoi vous n'êtes pas vegan ou quelque chose de comme ça. Ça ne sert à rien à la fin de la journée, ça nous aidera pas à passer à l'action, je pense. Sergio, je peux répondre 30 secondes. Alors, loin de moi l'idée de condamner ces jeunes-là, pour la simple bonne raison que j'ai un smartphone aussi derrière moi, donc je serais quand même malvenu de les critiquer. Simplement, ils ont besoin de modèles. Et en faisant de la désobéissance civile quelque part, on n'a pas cette vision systémique, donc qui est intéressante, encore une fois. Si on se pose trop de questions, effectivement, on n'avance pas, je suis d'accord. Mais à un moment donné, simplement pour dire qu'on a besoin de modèles. Et aujourd'hui, on se critique. Moi, j'ai vu des véganes critiquer des végétariens. J'ai vu certaines ONG critiquer d'autres ONG parce qu'ils n'en font pas assez ou ils en font trop. Bref, je crois qu'à un moment donné, ce n'est pas ça qu'il faut faire. L'ennemi, il n'est pas parmi nous, il n'est pas entre nous. L'ennemi, il est bien identifié. Vous comme moi, comme tous les gens ici, on le connaît, l'ennemi. On sait où il est. D'accord ? Appelons un chat un chat. Les multinationales, la finance internationale, prioritairement, ils sont là, l'ennemi. Ce n'est pas le petit braconnier qui tue une antilope toutes les semaines. D'accord ? L'ennemi, il est là. Quelles actions on va mettre en place? Je crois qu'à un moment donné, il nous faut aussi des modèles de développement, des modèles d'action pour l'atteindre. Malheureusement, l'exemple que je donnais, voiture électrique, mobile, Internet, etc., c'est aider ces gens-là à gagner encore et encore plus d'argent. Donc je crois qu'à un moment donné, il est important de se poser les bonnes questions. Je n'ai pas les réponses, encore une fois. Mais surtout, et vous avez raison, je souligne effectivement de ne pas se monter les uns contre les autres. L'ennemi, encore une fois, il n'est pas là, il est bien identifié en face de nous. Est-ce que vous avez d'autres questions, réactions? Et une dernière question. Merci. Moi, c'est plutôt une question, parce qu'il y a 2-3 mots qui sont passés. Désirabilité. Vous avez parlé devant de service civique, comment on passe à l'action et quel type de modèle on peut donner, notamment aux jeunes générations qui sont hyper éloignées de la biodiversité, et c'est un peu l'enjeu de demain. Qu'est-ce qu'en fait les institutions proposent justement à ces jeunes générations demain? Comment on pourrait revoir ce modèle? Cette idée de coworking pour, reconnecter les gens des villes, peut-être à de la nature, qui est une forme d'obligation. On a des droits et des devoirs dans une société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on oublie un peu tous ces devoirs-là. Moi, je me souviens de mes cours de service civique il y a quelques temps. On n'est pas très impliqué. Donc aujourd'hui, il faut être militant, il faut être dans la désobéissance civile. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour que ce soit désirable, qu'on ait envie de nouveau d'aller vers des choses belles, pour avoir un peu d'espoir, notamment dans des actions militantes, mais plutôt positives, C'est une bonne question. On peut peut-être tenter de conclure justement sur cette question, tenter d'aller vers un avenir désirable, agir à nouveau là où on peut. Quelles sont vos préconisations? Alors, il y avait une étude de Carbone 4 qui disait que pour tenir les engagements des accords de Paris, il y avait, en termes de responsabilité individuelle, c'était globalement 25% qui nous incombait, avec un peu le régime flexitarien, le fait de moins se déplacer, le fait de consommer local et toutes ces histoires, d'isoler son logement, et que les 75% restants, c'était de l'ordre de l'institution, des collectivités territoriales, de l'État, des entreprises. Donc,
pour moi, en fait, la désirabilité, elle passe par ces 75% de décisions sur l'aménagement du territoire, sur l'urbanisme, sur les matières qu'on va enseigner aux enfants à l'école. Pourquoi que des savoirs anthropocentrés et pourquoi pas plus de savoirs manuels, de savoirs naturels? Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas aux enfants à reconnaître les feuilles des arbres et les chants des oiseaux? Bon, il y en a de moins en moins, mais pourquoi est-ce qu'on se concentre aussi que sur la culture anthropique, on va dire? Donc, je pense qu'il faut effectivement tout réinventer. Et ça passe peut-être aussi par, j'ai envie de dire, c'est aussi politique quelque part, parce que les gouvernements sont aussi élus sur la base de certains programmes. Et quelque part, si les questions écologiques ne sont pas à l'ordre du jour et au cœur de toutes les décisions, pour moi, vraiment, les nouveaux indicateurs, ça devrait être des indicateurs de santé planétaire, d'écologie, voilà. Tant qu'on n'a pas remis ça au cœur du système et de la matrice, ça va être difficile de... Donc je pense qu'il faut entraîner un changement de paradigme. Et ça passe par aussi, je pense, c'est une certaine forme d'engagement peut-être politique aussi. Merci Alice Desbioles d'être venue à la recyclerie. Est-ce que je peux juste terminer par une citation pour ma part? Je vous écoute. En fait, c'est, je sais pas, peut-être que vous avez vu le discours d'Harrison Ford, là, je sais pas à quel congrès, et il a conclu avec des vers que j'ai trouvé super beaux d'un poète américain qui s'appelle Wendell Berry. Et pour moi, c'est un peu la clé de l'éco-anxiété et de ce vers quoi ça doit nous emmener. Il nous dit « Entre dans la paix des créatures sauvages qui n'imposent pas à leur vie l'anticipation du malheur. » Et donc, je pense que c'est très important. Entre dans la paix des créatures sauvages qui n'imposent pas à leur vie l'anticipation du malheur. Et c'est vrai que dans l'éco-anxiété, on a parfois tendance à trop anticiper le malheur. Et donc, voilà, peut-être essayer collectivement de trouver une forme de paix et de s'inspirer des créatures sauvages que, heureusement, il y a des personnes comme toi pour tenter de préserver. Ou comme toi, Marine. Comme nous tous. Si je peux me permettre une conclusion alternative, je dirais il faut tout faire péter. Voilà, merci. Émile, une petite blague supplémentaire? Non, c'était ça la blague de fin? C'était la blague de Yann. Et ensuite, nous, on va faire des micro-lectures en musique, pas très bien préparées, mais on va un peu rigoler. Si ça vous intéresse de nous suivre, ça va être d'ici une petite demi-heure, si je ne me trompe pas. C'est pour présenter le guide de l'effondrement, le tome 2, c'est ça? Ouais, ça c'est le premier tome, et le tome 2 qui sort le 15 novembre. Et c'est très marrant, hein, quand même, pour les écolos, mais pas que. C'est plutôt pour les écolos, mais vous pouvez l'offrir à un tonton de droite ou à n'importe quelle personne qui sait lire. Sergio Lopez, le mot de la fin? Le mot de la fin, j'aime bien la phrase que vient de citer Alice, je ne la connaissais pas, donc j'aime beaucoup. Et le mot de la fin, je crois qu'on a pas mal échangé ce soir. On a échangé, on a donné des idées. Je crois qu'encore une fois, on parlait de clés tout à l'heure. C'est quoi la clé du futur? Pour moi, il y en a une, c'est la jeunesse. Les jeunes qui arrivent derrière, qui seront les seuls capables de sortir l'humanité ou pas de cette situation. À nous de montrer la voie à la jeunesse. Complètement. Merci vraiment beaucoup à tous les quatre et merci à tous et à toutes d'être venus. Je vous invite à rester en lien si vous voulez. On peut discuter hors micro et puis se mettre en lien et peut-être prolonger les idées. À bientôt à la recyclerie. Merci beaucoup. Et un dernier mot, cette conférence, ainsi que les précédentes, les précédentes c'était il y a 1 an et demi, mais elles sont à réécouter en podcast sur le site de la recyclerie, sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et puis on essaiera de podcaster aussi les prochaines, ça permet de diffuser les idées un peu au-delà des murs. Donc n'hésitez pas à vous saisir aussi des outils numériques, mais pas de trop. Heureusement que vous étiez là aussi ce soir pour alimenter les débats. Merci encore. Merci pour votre écoute. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou, encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro porte de Clignancourt.